Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français, par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, l'esprit du tous ensemble ou le passage du témoin. J'ai 82 ans. Les pages de la vie, il n'y en a plus tellement. Mais l'humanité doit se sauver. Et c'est ça que je suis le plus fier, c'est d'avoir continué. C'est tout. Donc je n'aime pas et je suis assez gêné de parler de ma jeunesse, d'autant plus que je pense que cette bataille difficile pour aider à la libération de l'humanité, elle exige en fait une continuité, et cette continuité pour moi, elle est en définitive concentrée dans les dirigeants, les plus jeunes dirigeants de cette organisation. Dire qu'on est haïtien. Bien, je crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Comme tous les trotskistes fondateurs, Pierre Boussel, dit Lambert, est habité par le souci vital de la transmission. Porteuse d'une tradition confisquée, la conscience trotskiste s'est formée contre cette escroquerie sanglante qu'on appelle le stalinisme, et c'est à travers ce profond sentiment de spoliation qu'il faut comprendre la quête tourmentée d'une descendance directe et légitime qui distingue cette petite troupe de dissidents déshérités. Pas facile donc d'être les enfants et surtout les petits-enfants naturels des Lambert, des Franck et des Bartha. Née à l'engagement dans le désert militant des années 80-90, la nouvelle génération se méfie des étiquettes figées et son expérience quotidienne est souvent bien différente de celle des aînés, ne serait-ce que dans ses rapports au Parti communiste. Mais qu'il soit venu au marxisme antibureaucratique, par révolte contre l'injustice sociale, en solidarité avec la marche des beurs, ou dans le sillage du mouvement anti-globalisation, tous les jeunes trotskistes tentent de réinvestir cet ancien legs politique dans les batailles du moment pour assurer la continuité physique et organisationnelle du mouvement ouvrier en son courant internationaliste et révolutionnaire. Alain Krivine, cofondateur et dirigeant de l'actuelle LCR, ou Ligue communiste révolutionnaire. Le trotskisme en tant que tel, c'est l'activité des marxistes, des révolutionnaires, des communistes face à une dégénérescence et située dans le temps qui était le stalinisme. Bon, aujourd'hui, aller parler à la nouvelle génération qui se politise et qui se radicalise du trotskisme, je trouve ça assez aberrant. La nouvelle génération vient à l'anticapitalisme du fait justement de l'échec de la social-démocratie et du Staline de façon complètement différente. Nous, on y venait de façon programmatique. À la Sorbonne, il y avait le portrait de Lénine, Marx, selon les goûts, Mao, Trotsky, Engels. Il n'y a pas une manif de jeunes aujourd'hui, on voit ces portraits, il n'y a que le Tché sur les t-shirts. Donc il faut refonder, en gardant tout ce qu'il y a à garder du passé, bien sûr. Mais il faut refonder aujourd'hui à la fois un projet de société et à la fois une stratégie pour y arriver, une stratégie révolutionnaire. Quand je regarde maintenant les interventions à la télé en 69 et tout, c'est invraisemblable, c'est incompréhensible ce que je racontais, c'est absolument incompréhensible. Sur le fond, c'était pas faux, mais ça apparaissait complètement gauchiste au vrai sens du terme et incompréhensible. On n'avait aucune habitude, je savais pas ce que c'était que la télé, j'avais une trouille bleue, mais je veux dire, quand je venais à la télé expliquer devant des gens à 7h du soir en train de calmement, devant leur poste télé, de prendre leur dîner avec les enfants, qu'il fallait que le prolétariat se dote d'une armée encore plus puissante que l'armée bourgeoise, je comprends pas comment j'ai pu avoir 300 000 voix en 69, à vrai dire. Mais bon, si on saute à aujourd'hui, la différence fondamentale, moi j'ai toujours fait peur. À tort, hein. Mais je vais dire, en gros, je suis toujours apparu dans l'opinion, pour ceux qui me connaissent, comme le gauchisme au mauvais sens du terme, celui qui fait peur. La campagne d'Olivier, ça n'a rien à voir. C'est la première fois qu'un candidat d'extrême gauche dégage un tel courant de sympathie, bien au-delà des gens qui partagent ses idées. On a franchi une étape qualitative, je crois, là. Le fait qu'une partie du mouvement social et de la jeunesse, en France et en Europe, se radicalise maintenant. On l'a vu, je veux dire, autour de José Bové, le développement d'attaques, des grèves très dures, les jeunes dans la rue contre Le Pen, le mouvement de 95, tout ça depuis 95, c'est depuis 95. Il y a un tournant décisif dans la situation politique.
ici et ailleurs d'ailleurs. Bon, et puis globalement, le développement du mouvement antimondialisation. Donc le fait qu'on ait une partie du mouvement social et une partie de la jeunesse qui se radicalise au moment où la gauche traditionnelle va à droite, c'est-à-dire en gros la social-démocratie se social-libéralise, le Parti communiste se social-démocratise et les Verts s'institutionnalisent, et ben là ça laisse un espace béant à l'extrême gauche. Le tournant, c'est ça, c'est d'avoir assumé par sa campagne cette convergence entre la radicalisation sociale et le débouché politique qu'on commence modestement, et on ne sera pas les seuls, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on soit les seuls à le donner, sinon on n'y arrivera pas, mais un début de débouché politique à toute cette frange de la population qui ne croit plus du tout et qui a rompu avec la gauche traditionnelle. Et ça, c'est aussi historique. Candidat de la LCR aux élections présidentielles de 2002, Olivier Besancenot, 28 ans, est facteur à Paris. Moi, je suis pas venu au trotskisme, c'est pas non plus le trotskisme qui est venu à moi. Moi, je suis venu à la révolution, aux idées révolutionnaires. J'étais adolescent, j'avais envie de changer le monde, et c'est les révolutionnaires que j'ai rejoints en regardant dans le paysage politique qu'en fait, j'étais vers la Ligue parce qu'ils avaient une sensibilité libertaire qui m'a attiré à l'extérieur et que j'ai retrouvé à l'intérieur. C'est d'abord ça, à 14 ans, qui fait que tu rejoins, en tous les cas, ma génération, c'est-à-dire envers 88-89, c'est-à-dire quand même une période de résignation politique, une période de désert organisationnel, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et du coup, c'est d'abord à ça. Et moi, en fait, le trotskisme, en tous les cas, les idées trotskistes, et Trotsky lui-même, ses écrits, c'est quelque chose que j'ai découvert bien après. Puis, il y a eu, je crois, une sensibilité particulière à l'antiracisme, avec mon frère qui a pu participer au mouvement étudiant de 1986, avec Malik Oussekine, et puis moi, le fait que j'ai, à l'âge envers 88-89, participé à une petite mobilisation antiraciste pour un jeune qui s'était fait agresser dans la ville où j'habitais à l'époque. Il y a eu une mobilisation, c'était l'époque d'SOS Racisme, qui était un peu la seule organisation à faire un peu parler d'elle à l'époque, quoi, pour les jeunes qui commençaient un petit peu à se radicaliser, qui faisaient des concerts, qui organisaient des choses dans les quartiers. C'est dans SOS Racisme que j'ai trouvé des militants révolutionnaires, et c'est par le biais de l'antiracisme que je me suis posé des questions politiques et de la nécessité de devoir changer le monde, quoi. En gros, ça a été ce biais-là. Ça a été pas une rencontre, ça a été des rencontres. Parce que je crois que par rapport à une autre génération de la LCR, il n'y a pas les rencontres marquantes à ce point-là avec des personnalités qui ont pu tout casser à leur époque, qui étaient des intellectuels, qui étaient des personnes de renom, qui avaient un poids de l'histoire derrière eux. Même des gens comme Krivine Ben Saïd, pour moi, c'est déjà une génération qui représente beaucoup. Et eux, ça a été des grandes rencontres pour moi, mais beaucoup plus tard. Mais disons que à ma génération, ça se passait franchement différemment, quoi. Il n'y avait pas ce contexte d'ébullition intellectuelle. Donc c'était une succession de rencontres militantes, mais un peu comme on rencontre des gens qui font du travail de fourmi. C'était d'abord cette impression-là. Moi, j'ai plein de points communs avec des militants libertaires, des syndicalistes révolutionnaires actuellement qui peuvent combattre, des militants écologistes radicaux, des militants révolutionnaires tout simplement. Et la force de la LCR, contrairement à ce que les gens croient, mais c'est une organisation qui, dès les années 70, a intégré d'autres courants, d'autres familles politiques. Alors avec une grille de lecture générale qui est effectivement celle d'une organisation qui a accumulé des expériences, qui a tiré, je crois, le meilleur de l'héritage du courant trotskiste de la 4e internationale. Mais je veux dire, il suffirait que vous alliez à l'université d'été ou à tel ou tel congrès de la Ligue pour rencontrer plein de gens qui vous diraient « moi je suis pas trotskiste ». Enseignante en région parisienne, Stéphanie Chauvin, 27 ans, est membre du bureau politique de la LCR. Moi, je ne me définis pas comme trotskiste, en fait. C'est une étiquette que je rejette pas, mais pour moi, c'est pas le plus important. Je pense que c'est un engagement qui a multiples facettes. Je peux dire que je suis trotskiste, mais je peux aussi ajouter surtout que je suis engagée politiquement à gauche, que je suis féministe, que je suis écologiste, communiste, libertaire, socialiste même. C'est beaucoup plus vaste que la simple étiquette trotskiste, que d'ailleurs souvent on nous colle, j'ai envie de dire. Alors moi, ça me fait penser à chaque fois à la chanson de Renaud dans mon HLM, où il parle de son voisin qui est communiste, mais ça lui plaît pas bien parce qu'il dit qu'il est trotskiste. Et Renaud lui dit j'ai jamais compris la différence profonde, il faudra m'expliquer, mais ça prendra des plombes. Et donc je crois, moi ça m'a toujours marqué parce que c'est vrai,
Dans la Ligue aussi, un peu. Il y a beaucoup de discussions sur l'histoire, sur ce que ça veut dire d'être trotskiste, mais je crois franchement que c'est pas l'essentiel. Il faudra compter sur d'abord d'autres forces que la nôtre, ça c'est évident, et puis surtout croiser les courants de pensée, compter sur plus que nous, et pas seulement sur justement les trotskistes en se disant ils ont eu raison dans l'histoire, donc forcément ils auront raison dans l'avenir. Ça donne effectivement une longueur d'avance par rapport à d'autres. Bon, le tout, c'est de faire bénéficier ensuite de cette expérience au plus grand nombre. Je crois que c'est ce que les militants de la Ligue font. On va plutôt s'évertuer à insuffler de la démocratie parce que c'est comme ça que les choses avancent et qu'elles avancent avec le plus grand nombre. Donc c'est ça qui est le plus important. Et la deuxième chose, c'est l'apport de Trotsky. Pour moi, c'est comment être présent, actif et peser dans la réalité. Il y a une formule aussi qui m'avait marqué de Pierre Vidal-Naquet lorsqu'il disait que les trotskistes étaient des témoins pathétiques de l'histoire. Et moi, j'ai pas envie justement qu'on dise de moi ou des militants et des militantes de mon organisation qu'on est passif, qu'on critique et qu'on ne fait jamais rien. À une époque où l'engagement partisan apparaît bien souvent suspect en tant que tel, ce problème de l'étiquette politique est de plus en plus délicat. Yann Lemerer, 32 ans, travaille lui aussi à la Poste. Ancien membre des Jeunesses communistes, il milite aujourd'hui avec la fraction minoritaire de Lutte ouvrière, l'organisation d'Arlette Laguillet. Yann Lemerer. Je sais que les gens qui sont les plus proches, ils savent que ils connaissent mes idées, ils savent que j'ai envie de convaincre. À partir du moment où ils ne pensent pas que tu es un gars retors qui travaille en gros pour sa boutique seulement, mais qui le vit aussi ce qu'il dit, une fois que tu as passé ce pas-là, tu peux être plus à l'aise et discuter directement politique et sans apparaître comme un martien, etc. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as une étiquette, je sais que mon meilleur pote au boulot, je lui ai dit que je faisais partie d'une organisation, ça faisait 1 an que je le connaissais. Il a fait 3 pas en arrière et il a mis 1 minute à s'en remettre. Après, je crois pas que ça soit la norme, si tu veux, chez les jeunes travailleurs, mais c'est pas anodin, quoi, si tu veux. Je crois que ça correspond quand même à un état d'esprit un peu général. C'est vrai que c'est rigolo, quoi, parce que lui savait que j'étais communiste, révolutionnaire, etc. Il n'avait pas l'étiquette, il savait que j'étais militant syndical. Il n'avait pas l'étiquette politique. L'étiquette politique, ça l'a bloqué. Et il a fallu discuter après. Et il s'est posé la question comme ça, en ces termes. Est-ce que tu fais pas semblant d'être pote, quoi. Et c'est vrai que ce rapport-là, tu l'as toujours eu. Je l'ai toujours eu. Je milite depuis que j'ai 15 ans. Alors à différents niveaux, dans différentes orgas. Mais je l'ai toujours eu avec les gens, si tu veux. Moi, je sais que aujourd'hui, j'ai plein de potes qui ne sont pas militants. D'ailleurs, j'essaye de faire en sorte de conserver ce milieu-là, quand même. On m'a toujours dit que j'étais chiant avec la politique, mais en même temps, ça fait partie de moi. Donc, le fait est que quand les gens intégraient que ça faisait partie de toi et que t'étais naturel, ça pose pas de problème. Moi, je sais que, par exemple, sur mon boulot, alors on fait ça essentiellement dans le milieu ouvrier. On organise des sorties musées, des sorties culturelles. Tu vois, on essaye d'agréger les gens autour d'un truc qui est pas politique. J'organise des bouffes, etc. pour recréer le lien. Mais est-ce que c'est politique ou est-ce que ça l'est pas? Et je sais qu'une des différences que je pense qu'on a avec la Ligue, par exemple, c'est que cette démarche-là, il la trouve un petit peu, il la trouve pas forcément juste. En tout cas, il voit pas l'intérêt. Parce qu'ils abordent directement les trucs politiques. Moi, je sais que, pour moi, la politique, ça commence déjà au lien social. Je vois sur mon boulot, c'est un peu les cercles concentriques. T'as les gens que t'as envie d'amener au musée parce que la classe ouvrière n'est pas forcément obligée de bosser, de regarder le big deal. Mais que la culture, c'est aussi pour elle, que les discussions politiques, c'est aussi pour elle, que les idées, c'est pour elle. Et après, t'as les discussions plus directement politiques que tu vas engager avec des gens forcément moins nombreux. C'est pas parce que tu discutes de l'exploitation capitaliste ou de la mondialisation directement que tu fais plus de politique que si tu dis à des gars... je vous invite à discuter de la Révolution russe, ou je vous invite à aller voir le Muséum d'histoire naturelle ou la Grande Galerie de l'Évolution. Tu vois. Moi, je crois que ça, déjà, c'est déjà un geste politique. Quand tu commences à te dire je peux me servir de ma tête
et puis finalement, je suis pas plus con que je ne sais quel dirigeant. T'as aussi envie de changer les choses. Mais ça, c'est une question de conscience aussi. Des gens qui se disent, moi, je suis né dans une cité, et puis voilà, ma route, elle était tracée. J'hésitais entre le basket et la poste. J'ai pas pu faire de basket, donc je suis à la poste. Il y en a un certain nombre qui résonnent comme ça. On est des petites gens, il faut qu'on le reste, tu vois, sur le modèle un petit peu. Je sais pas, ça me fait penser, j'imagine, dans la féodalité. Se dire, je peux avoir accès à ça, c'est déjà changer un peu dans sa tête. Ça veut pas dire devenir militant révolutionnaire, ça veut dire changer dans sa tête et se dire, je peux. T'as un monde qui s'ouvre, c'est pas compliqué. Moi, je suis devenu trotskiste, ça a changé ma vie, très honnêtement. Parce que j'ai lu Marx, parce qu'on m'a fait lire des textes que je connaissais pas, parce qu'on m'a fait découvrir des gens que je connaissais pas, des expériences que je connaissais pas. Ma vision du monde, elle a changé. Il ne reste qu'à dialoguer avec les journaux, c'est-à-dire à travers les journaux, avec les faits et les opinions. Et pourtant, je crois que le travail que je fais en ce moment, malgré tout ce qu'il a d'extrêmement insuffisant et fragmentaire, est le travail le plus important de ma vie, plus important que 1917, plus important que l'époque de la guerre civile, etc. Pour être clair, je dirais ceci. Si je n'avais pas été là en 1917 à Pétersbourg, la révolution d'octobre se serait produite, conditionnée par la présence et la direction de Lénine. On peut en dire autant, somme toute, de la guerre civile. Tandis que ce que je fais maintenant est dans le plein sens du mot irremplaçable. Munir d'une méthode révolutionnaire la nouvelle génération, par-dessus la tête des chefs de la 2e et de la 3e internationale, c'est une tâche qui n'a pas, hormis moi, d'homme capable de la remplir. Il me faut encore au moins quelques 5 ans de travail ininterrompu pour assurer la transmission de l'héritage. Léon Trotsky, Journal d'exil, 1935. Pour cette jeune génération de révolutionnaires, les grandes grèves de novembre-décembre 1995 ont représenté, plus qu'un simple frémissement social, un vrai petit mai 68 et une référence pour les années à venir. Militant de la LCR, Basile Pau, 32 ans, est cheminot dans un triage de marchandises à Pantin. 95, il s'est passé quelque chose. À l'époque, moi, j'étais pion dans un lycée. Bien sûr, j'ai fait mes 3 semaines de grève, bien, comme tout le monde. Et puis, j'allais dire, il est arrivé ce que j'attendais depuis 10 ans déjà. C'est-à-dire une grève, un grand mouvement, dans la rue tous les jours, des assemblées générales, une certaine idée de la démocratie que moi j'ai, de savoir de se réunir tous les matins. À l'époque, donc, on se réunissait avec les surveillants, il y avait des lycéens, il y avait les femmes de ménage, il y avait les profs, il y avait les agents de la cantine, etc. De savoir un petit peu ce qu'on faisait, comment on allait continuer le mouvement, est-ce qu'il fallait voter la grève ou pas, de participer à d'autres assemblées générales. Moi, j'allais voir des assemblées générales de cheminots déjà à l'époque. Et donc, il s'est passé un mouvement. C'est-à-dire la réponse face aux attaques qui sont menées par la droite, par le patronat, la réponse que moi je pense la plus appropriée et la mieux pour se défendre, savoir un mouvement de masse, la capacité du monde du travail à se mobiliser, à montrer sa force. À l'époque, moi j'habitais Gennevilliers, on allait distribuer des tracts aussi de la LCR dans des entreprises où on n'avait plus l'habitude d'intervenir, comme la SNECMA, et on se retrouvait à discuter avec des militants d'entreprises qui avaient 40, 50 ans, et qui nous voyaient arriver en rigolant, qui disaient tiens, la LCR est de retour, vous seriez pas des étudiants? On disait si, je suis étudiant de la LCR, et puis le mec qui rigolait disait tu vois, 68 est de retour, il se passe vraiment quelque chose. Et là il y avait des discussions, pareil, le matin autour d'un café, ça avait duré 1h30, c'était enrichissant. Olivier Besancenot. 95, ça a été en France et à l'échelle de l'Union européenne, parce que ça a eu ce retentissement-là, c'était une révolte contre le libéralisme à un moment où ça paraissait plus possible de le faire. Une fois de plus, on sortait de 4 ans de tunnel où c'était la pensée unique triomphante, où l'histoire de l'humanité s'était définitivement arrêtée, qu'on était suspecté d'être un stalinien en puissance, même si on pouvait être libertaire, si on n'était pas d'accord avec le libéralisme international. Et ça, 95, avec plus d'1 million de grévistes, notamment du public dans la rue, avec des gens dans le privé qui s'identifient dans ceux du public qui vont manifester, ce qu'on a appelé la grève par procuration, mais il faut quand même se souvenir de ça, parce que dans une période de renoncement total et de reflux politique, les divisions internes au monde du travail, elles sont terribles. Et au début des années 90, entre le public et le privé, c'était la rivalité croissante. Et là, tout à coup, ça aussi s'était cassé.
Ça aussi, c'était cassé. C'est cet esprit-là qu'on a retrouvé, l'esprit du tous ensemble, qu'on a retrouvé régulièrement dans les manifestations du privé, après, dans les grèves contre les licenciements, pour les salaires, qu'on a retrouvé dans le mouvement anti-mondialisation, avec des nouvelles passerelles qui s'établissaient entre différents secteurs de la société, des jeunes, et puis avec l'idée que, quelque part, dans cette nouvelle période-là, qu'est-ce qui fait que on peut retrouver des défenseurs de tortues, des intellectuels et des syndicalistes ensemble dans la rue à Seattle avec des cinéastes? C'est parce qu'il y a une politique qui est universellement déployée et que face à cette politique universelle, il faut une riposte universelle. C'est-à-dire que tout à coup, on se repose la question internationale. Et ça, c'est la première fois depuis les années 70. Ça n'a rien à voir avec 68, c'est évident, même si je ne l'ai pas connu, mais parce que le rapport de force n'est pas le même, parce qu'on ne pense pas tout de suite révolution, parce que le contexte n'est pas du tout celui-là. Mais par contre, il y a, pour la première fois à l'échelle de la planète tout entière, une nouvelle génération, c'est-à-dire pas simplement qui va s'organiser dans le mouvement qui prend forme, mais qu'organise le mouvement lui-même, qui a ses couleurs, qui a ses drapeaux rouges, qui a ses drapeaux noirs, qui a ses drapeaux verts, qui est antifasciste, qui est féministe, qui est anticapitaliste, et qui décide de résister à l'ordre établi. Et ça, c'est la première fois depuis les années 70. L'émergence de ces radicalités sans frontières suscite aujourd'hui le réveil d'anciennes solidarités militantes et de vieux dispositifs transnationaux, comme par exemple les rencontres annuelles organisées en Europe par le secrétariat unifié de la 4e internationale. Cécile Clam, 24 ans, dirige les jeunesses communistes révolutionnaires. On se rencontre à plusieurs reprises dans l'année pour préparer cette échéance-là, qui est vraiment une échéance centrale pour nous, qui se déroule à peu près à la même époque tous les ans. Donc c'est la dernière semaine de juillet. Et donc là, en fait, c'est organisé par les organisations de jeunes liées à la 4e internationale dans les différents pays européens. Et en fait, ça change d'une année sur l'autre. Donc l'année dernière, c'était en Italie. L'année précédente, c'était au Portugal. Bon, cette année, c'est en France. Bon, ce qui était voulu parce qu'il y a eu une actualité un petit peu particulière en France cette année. On savait qu'il y avait le contexte d'élections présidentielles, etc. Donc bon, on se disait que c'était une bonne chose que ce soit en France cette année. Et alors là, c'est vraiment un moment très très privilégié parce que c'est un moment à la fois de formation, de débat, où on a la possibilité d'échanger chacun sur nos expériences, parce que voilà, la lutte contre le fascisme en France, c'est pas la même chose que la lutte contre le fascisme en Allemagne, que une lutte féministe, un engagement féministe, ça signifie pas la même chose en France qu'au Portugal, où l'avortement est encore interdit, etc. Bon, toute une série de débats sur la façon dont on s'organise, la façon dont on s'est mobilisé. On se retrouve plus seulement de façon un petit peu artificielle dans le cadre de rencontres internationales, mais on se retrouve aussi concrètement dans le terrain, parce que quand on va manifester à Gênes, quand on va manifester à Séville, on est avec nos camarades qui font exactement le même travail que nous en Espagne ou en Italie ou ailleurs. Et donc ça... Voilà, ça se manifeste très concrètement, c'est les liens avec les autres organisations de jeunes. Et d'ailleurs, dans le cadre des dernières mobilisations pour une autre mondialisation, on avait essayé de sortir du matériel en commun. On avait sorti, par exemple, un tract en 4 pages, en 4 langues, pour marquer notre appartenance à un courant international. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui nous donne la plus grande crédibilité. Mais si cet internationalisme actif fait le lien avec l'expérience des pionniers, la confrontation violente avec la puissance stalinienne appartient désormais au passé. Basile Pau. Moi, je suis rentré à la SNCF. Des camarades plus anciens m'avaient parlé des militants, des staliniens dans la SNCF, à savoir que même dans les années 80, ça pouvait se passer très mal, c'est-à-dire avec des bagarres physiques violentes. Et donc moi, j'étais un petit peu quand même avec un peu peur, quoi. Et puis il m'est arrivé de discuter avec un des responsables de la CGT. Sans que je lui dise que j'étais à l'LCR. On a discuté, la discussion était assez vive, on n'était pas d'accord sur ce qui se passait avec Guesso, etc. Et j'ai fini par lui dire que j'étais à l'LCR. Il m'a dit qu'il avait très bien compris. Mais il m'a dit, écoute, c'est au contraire, il faut rentrer à la CGT, alors qu'il était en train de faire ses vignettes pour la fête de l'humain et tout. Hein. Il m'a dit, il faut rentrer à la CGT et toi, tout de suite, on va te trouver quelque chose à faire, il n'y a pas de problème, t'es le bienvenu. Alors que je pensais qu'il allait me mettre dehors ou j'en sais rien. C'était un petit peu ça, la vision, la caricature que j'avais et qui donc là n'est plus de mise. Il n'y a plus de problème là-dessus. Par rapport à Guesso, c'était des militants qui défendaient la politique de Guesso et qui la défendaient mal et eux-mêmes l'avouaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le fond et donc ils se sont retrouvés vraiment le cul entre deux chaises.
sur le réseau ferré français, donc la séparation de l'infrastructure des rails par rapport à l'exploitation, par rapport au trafic, qui est la réforme nécessaire pour pouvoir dépecer la SNCF à terme et privatiser les activités rentables par rapport aux autres, qui est vraiment le début, vraiment le début de la privatisation, d'une attaque qui est très forte. La CGT était contre, Guesso était contre, le Parti communiste était contre, dans l'opposition. Une fois que Guesso est arrivé, la réforme était déjà commencée, mais il l'a continuée. Et là-dessus, ça a quand même fait des remous. Moi, je suis rentré, j'étais à Sudrail. Il y a eu la grève par rapport aux 35 heures. Il y a des équipes entières de la CGT qui sont passées à Sudrail à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours une combativité qui est forte, mais il y a un certain désarroi. Et moi, je vois par exemple sur la gare de l'Est, où à l'époque, on m'a raconté qu'il y avait plusieurs cellules du Parti communiste. Si j'ai bien compris, il n'y en a plus. Yann Léméraire. La place du PC prépondérante dans la classe ouvrière, où il verrouillait complètement les syndicats, entre autres, essentiellement la CGT, etc. Moi, physiquement, j'ai pas vécu, tu vois. Moi, je connais par l'histoire, je connais par les témoignages que j'ai pu avoir des camarades que j'ai pu côtoyer, qui ont milité dans les années 60, par exemple, 70. Après, c'est vrai que dans les années 90, ça s'est posé différemment, quoi. Parce que justement, c'est la période où leur milieu, quand même, il s'est complètement étiolé et qu'il a commencé à disparaître. Je sais qu'aujourd'hui, la CGT, par exemple, à laquelle j'appartiens, le milieu PC, il est encore là. Il existe. Mais aujourd'hui, tu te fais plus virer pour être trotskiste, même s'ils le savent. Tu te prends pas d'insultes dans les dents. Enfin, je veux dire, il y a une sacrée nuance quand même avec ces années-là. Donc, le rapport au PC, moi, je l'ai vécu comme une rupture, puisque de fait, c'était une rupture politique à un moment donné, puisque j'ai découvert qu'il y avait des communistes qui n'étaient pas des staliniens. Mais il s'est fait de façon, justement, je veux dire, pas brutale. Là, aujourd'hui, si tu veux, à partir du moment où t'es militant, t'es jeune, il y a un tel vide militant que, en réalité, même s'ils se méfient un petit peu, ils te laissent quand même une large marge. Je peux te dire que dans mon syndicat, sur ma section syndicale, je suis un des moteurs et je crois qu'aujourd'hui, je finis par être un peu reconnu, même si ça fait pas longtemps que je bosse à la Poste, ça fait 3 ans. J'ai fini par faire un petit trou. Même le gars du PC qui reste, c'est un mec qui m'aime bien, on s'aime bien, donc avec lui ça se passe bien, quoi. Je veux dire, même si quand il exprime un désaccord, c'est toujours après 1000 circonvolutions, il met 2 plombes, ça pose un problème. Il hésite, tu vois. C'est pas à l'époque où il commençait à mettre un coup de poing dans la figure pour pas discuter. Fragment d'un